Bonjour à tous, bienvenue dans un Finari Talk exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler voiture. Et pour parler voiture, j'ai invité Nicolas Roland, qui est l'expert sur YouTube, mais aussi sur le terrain. Et quand j'ai appelé Nico, je lui ai dit, il faut qu'on trouve un lieu d'exception. Et du coup, c'est Mika qui a la gentillesse de nous accueillir de chez GT Classic Car. Et ici, on est à Bueil, dans un lieu qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Mika ? Tout à fait, on a acheté le bâtiment donc, il y a 1 an, qui fait 4000 m². On a mis 10 mois pour le rénover, donc pour avoir l'un des plus gros parcs sur le territoire. En 911. En 911. Porsche 911. Donc en Porsche 911, on a ici donc, notre préparation, studio photo. Et c'est d'ici qu'on va gérer donc, tout notre maillage territorial qu'on est en train d'opérer actuellement en France. Et tu as des très belles voitures et Mika nous a fait la gentillesse de ramener des modèles vraiment exceptionnels. Donc vous allez les découvrir dans un instant et on aura l'occasion aussi de les voir et de les analyser sous un angle d'investissement. Et vous verrez qu'on a des modèles magnifiques, mais on a aussi des modèles accessibles aux toutes petites bourses. Allez, c'est parti. Bon, les voitures, c'est un véhicule de locomotion pour le commun des mortels, mais c'est aussi un investissement. Ouais. Et c'est pas forcément un investissement hors de prix. Et du coup, tu m'as ramené une 2 chevaux qui est en fait assez accessible. Effectivement, en fait, on pense souvent quand on parle d'investissement automobile à des voitures qui ont des tarifs exorbitants. Et en fait, tu peux déjà commencer à collectionner, à investir dans des voitures à petit prix. La 2 chevaux, c'est un bon exemple. Une 2 chevaux à peu près comme ça, aujourd'hui, ça coûte dans cet état entre 15 et 20 000 euros. Tu peux les acheter moins cher, à 8-9 000 avec quelques travaux de réfection. Ça peut être au niveau du châssis, au niveau de la peinture, même le moteur, la capote, qui est assez fragile sur ce modèle. J'ai cru comprendre, ouais, effectivement. Et ça te permet d'accéder rapidement à déjà un pan de l'histoire automobile, parce que française, clairement, la 2 chevaux, c'est mythique. Ouais, c'est mythique. Personnellement, je te l'ai amené parce que j'adore cette voiture. Elle appartient à Jean-Claude, le propriétaire de GT Classic Car. C'est une voiture vraiment à l'ancienne, qui a une cote de popularité encore énorme en 2023 et qui a forcément une cote aussi en termes de prix qui augmente. Il faut savoir que les 2 chevaux, certains modèles très rares, tu peux les échanger à des prix énormes. Donc en 2016, tu as une 2 chevaux 4x4 Sahara, si je ne me trompe pas, qui avait été adjugée, elle avait 11 000 km au compteur à 172 840 euros. Lors d'une vente aux enchères, donc un truc incroyable. Alors attention, c'est un modèle qui était d'une part très rare, qui avait que 11 000 km, qui était dans son jus, et forcément la cote elle peut exploser dans ce genre de situation. Mais sans aller dans cet extrême, tu peux déjà commencer à te faire plaisir avec une voiture accessible, une voiture mythique comme la 2 chevaux, et je trouvais ça important, tu vois, de commencer cette vidéo en montrant que l'investissement automobile, ça nécessite pas d'être milliardaire ou même millionnaire, tu vois. Tu peux te faire plaisir avec 15 000, 20 000 euros. C'est une voiture qui est aussi utilisable. Sans ça, tu peux rouler avec bien sûr. Ensuite, éventuellement, la revendre plus tard. Tu peux rouler avec, c'est super fiable, une 2 chevaux. Toutes les pièces sont interchangeables et c'est une mécanique simple. Ouais. Top. Après, t'as pas que ça, bien sûr, parce que aujourd'hui, pour te faire un petit bilan du marché de l'investissement automobile, alors moi j'ai un média automobile donc le vendeur automobile qui. On va mettre le lien dans la description. Je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais en tout cas, si tu veux, on approche beaucoup de sujets autour de l'investissement automobile. Déjà quand on parle de prix, la tendance actuelle du marché, j'en parlais avec Mathieu Lamour, qui est le directeur général de Arcural Motor Cars. Qui passe souvent sur Automoto le dimanche matin, qui fait une rubrique hyper bien. Je l'ai vu hier soir avec Harry Vatanen aux 50 ans de BMW. Et Mathieu me disait aujourd'hui, la tendance dans l'investissement auto, c'est les Youngtimers, c'est-à-dire les voitures qui ont été produites entre les années 80, 90 et aussi les années 2000. Donc c'est les voitures qui faisaient rêver des gens qui maintenant ont les moyens de les acheter. Donc les cotes sont en train d'exploser. Et aussi les voitures de course. Les voitures des années 50, 60, 70 ont connu au début des années 2000 un pic en termes de valeur. Là, ça s'est vraiment tassé, mais de manière très significative. Et les voitures de course et les Youngtimers commencent à reprendre la main et occupent maintenant le panier le plus convoité parmi les investisseurs automobiles. T'as aussi, on reviendra en détail sur tout ce que je suis en train de citer, mais si on se concentre sur des voitures modernes, donc ni des voitures de course ni des Youngtimers, et il y en a pas mal ici chez GT Classic Car, tu as des voitures qui d'ici quelques années vont devenir des produits d'invest énormes,
Je t'en ai mis 4 au hasard. Au hasard, ouais. Alors, on peut peut-être Tomber du les ciel. regarder. Allons. Dans ce talk, Nico vous donne les clés pour bien investir en automobile. Mais il y a une règle d'or qui est commune à tous les types d'investissement, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne suit pas. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. C'est une plateforme qui vous permet de connecter vos comptes et aussi d'ajouter tout ce que vous possédez pour voir en un clin d'œil votre patrimoine, vos performances et vraiment arbitrer pour optimiser. Vous avez aussi accès à une gestion du budget, donc vous pouvez voir les différentes catégories de dépenses que vous avez effectuées pour voir s'il n'y a pas des optimisations possibles. Vous pouvez aussi voir des insights exclusifs qui vous permettent d'économiser notamment des frais qui sont cachés souvent et qui vous grèvent votre performance. On a aussi un suivi des dividendes et plein d'autres fonctionnalités passionnantes. Donc pour fêter ça, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement premium. Le code, il est juste dans la description. On retourne au talk. En gros, là, tu as une Ferrari 488. Alors, Ferrari 488, pourquoi ça peut prendre de la valeur dans les prochaines années ? Déjà parce que Ferrari a une stratégie aujourd'hui d'être en hybride sur la plupart de ses motorisations. Peut-être passer en 100% électrique, mais pour l'instant, il ne l'évoque pas de manière claire. Ça, c'est un moteur 100% thermique, équipé d'un turbo. Alors, certains vont dire que la 488, c'est pas celle à collectionner, il faut celle juste avant la 458. Je te parle même pas des 458 Aperta, des 458 Speciale, qui sont des voitures qui ont pris une cote hallucinante. Aujourd'hui, une Speciale, ça peut monter à 400, 500 000, 600 000 euros selon le kilométrage. Une 488 comme ça, tu vas être à un peu plus de 200, 250 000. Tu as aussi des 488 Pista, qui sont des voitures incroyables, où là, tu es clairement au-dessus des 400 000, 500 000 euros, qui ont pris en quelques années 50, 100, 150 000 euros, selon le kilométrage, selon les configurations aujourd'hui. Produit d'Invest, pourquoi ? Parce que avec, si tu veux, la diminution des moteurs thermiques chez tous les constructeurs, que ce soit des généralistes, mais aussi et surtout des constructeurs sportifs et exclusifs, comme Ferrari, en fait, les voitures thermiques, on va plus trop en voir d'ici 10 ans. Donc, beaucoup de spéculateurs se disent qu'il faut y aller. Et les investisseurs, parce que c'est pas parce que tu es spéculateur que tu es investisseur nécessairement, les investisseurs se disent, on va peut-être commencer à acheter ces voitures, déjà qui sont des voitures conduisibles au quotidien. Une 488, tu peux aller chercher ton pain avec. C'est juste que si tu accélères, il va se passer quelque chose de spécial quand tu vas accélérer sous la pluie, mais c'est conduisible et de manière assez simple. Tu as une boîte automatique, à double embrayage, etc. Et du coup, les investisseurs se disent, OK, j'achète ça aujourd'hui 250. Ferrari, d'ici 4-5 ans, ne proposera plus de moteurs non électrifiés. Quand je dis non électrifiés, c'est soit hybride, soit 100% électrique. C'est lié au malus écologique, ça, ou au quota aussi d'émissions auxquels sont soumis les différents constructeurs, le fait de limiter ou d'arrêter la production de moteurs Alors déjà, l'Union européenne contraint énormément les constructeurs qui commercialisent des véhicules en Europe. Donc effectivement, tu as des taux d'émissions à respecter, mais c'est aussi parce que maintenant, tu as beaucoup de villes qui vont interdire petit à petit l'entrée dans les centres-villes aux moteurs qui sont thermiques. Donc en gros, tu pourras rentrer en centre-ville si tu as une voiture hybride rechargeable, comme la SF90 que je vais te montrer tout à l'heure, qui est une Ferrari V8 qui fait 1000 chevaux. En plus, ils ont un pack Assetto Fiorano dessus, tu verras, elle est incroyable, tout en carbone. Et ça, c'est une voiture, tu peux faire 25 km en 100% électrique. Donc, tu pourras aller dans les centres-villes, normalement, s'ils n'interdisent pas les hybrides rechargeables. Okay. Et pour revenir à l'Invest, beaucoup de personnes considèrent que une Ferrari, maintenant, peut potentiellement, d'ici 5, 6, 7 ans, avoir une valeur qui va prendre 50%, peut-être doubler, donc une augmentation de 100% de sa valeur, juste parce qu'il n'y en aura plus. Et ça, on le vérifie surtout sur des moteurs atmosphériques. Là, on est sur un turbo. Tu vois, là, on est sur une 992 GT3. Chez Porsche, du coup. Chez Porsche, donc 911. La 911 reste une voiture super iconique. Moi, à titre personnel, j'ai investi dans une 92 KRS qui est juste dehors. Rien à voir. Bon, on l'a pas ramenée parce qu'il pleut, elle est dégueulasse. Donc, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, ça, tu vois, là, on est sur un produit qui est non seulement un produit plaisir, une voiture utilisable, surtout sur circuit, mais que tu peux utiliser au quotidien. Combien de chevaux, ça ? Si je me trompe pas, 510 chevaux. Et le prix ? Aujourd'hui, ça s'échange entre 230 et 280 000 euros. Et toi, tu penses que les gens qui achètent ça, c'est des gens qui ont l'idée de l'investissement en tête ? Pas pour le moment, parce que cette voiture, elle vient de sortir il y a moins de 2 ans. Okay. Mais par contre, ils perdent très peu d'argent. Il y en a même qui en gagnent. Parce que là, la GT3 est pas le modèle le plus exclusif. Tu as la GT3 RS, qui a encore plus d'aéro, qui a même un DRS. Okay. Le système DRS, c'est un système d'aérodynamique qui te permet d'augmenter les appuis aérodynamiques à haute vitesse sur le véhicule et aussi les appuis aéro dans les virages. Comme en Formule 1. Comme en Formule 1, exactement. Et une GT3 RS, ça s'achète chez Porsche
prix catalogue à peu près 270 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, c'est pas rare d'en voir à 350, 400 même, 450 000 euros. Donc tu vois, tu achètes ta voiture neuve chez Porsche et elle prend tout de suite une valeur hallucinante. Dingue. Autre exemple chez Porsche, c'est bien qu'on ait cette voiture en face de nous. Tu as la 911 Dakar, qui est une 911 surélevée, plusieurs centimètres, qui fait référence un peu au Porsche 959 qui avait dans les années 80 fait le Dakar. Ouais. Et avec René Medge, si je me trompe pas, qui sont des voitures qui valaient prix catalogue 230 000 euros, qui aujourd'hui sont impossibles à trouver en dessous de 450 500 000 euros. Là, encore une fois, le fait que ce soit une série limitée fait augmenter la valeur. Une GT3, aujourd'hui, elle est configurable sur le site de Porsche. Tu peux aller dans une concession Porsche et la commander. Et donc, du coup, elle n'est pas en série limitée. Le fait qu'une voiture soit en série limitée va déterminer énormément sa valeur. BMW, ils ont sorti il n'y a pas longtemps une BMW M4 CSL 3 litres héritage, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire si je me suis trompé. 30 exemplaires, 750 000 euros. Tu as eu une auction, une vente aux enchères qui a été faite par RM Sotheby's il y a quelques mois. La voiture a été vendue un peu plus d'1 million d'euros. Donc en gros, le propriétaire a décidé de vendre cette voiture. Il s'est fait plus de 250 000 euros en 3-4 mois. Donc le produit d'investissement, il est pas seulement sur des voitures anciennes, comme une 2 chevaux. Ouais. Il n'est pas seulement sur des voitures récentes, comme une 488 qui a 4, 5, 6 ans, ou une voiture qui a 2 ans, mais il peut être aussi sur des voitures neuves. C'est ce qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans. Sur des voitures neuves, il y a 10-15 ans, tu avais très peu de spéculation. Je sais qu'il y a une mode autour de l'aspect spéculatif de beaucoup de produits d'investissement. On le voit dans les montres, on le voit dans les sacs à main, on le voit dans les sneakers. Les sneakers. Enfin, il y a plein de secteurs d'activité qui n'étaient pas sujets à ça il y a 15 ans, qui le sont aujourd'hui. Les voitures dérogent pas à cette règle. Je pense pour une simple et bonne raison, c'est que les constructeurs le savent. Lamborghini avait un peu lancé la mode de ça. Bugatti aussi avait un peu lancé la mode de la série limitée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils font tous des séries limitées. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche de mieux en mieux. Autre modèle, Aventador. Mythique. Aventador S, c'est la même que Georges. GMK, je salue. Georges, je crois qu'elle est quasi exactement pareille que celle de Georges. Donc là, tu es sur un modèle V12, moteur atmosphérique, plus de 700. Je pense que c'est intéressant d'aller voir le moteur avec la... Ouais, tu vois le moteur, en fait, toute la baie moteur qui est en fibre avec le couvre-moteur en fibre de carbone. Couvre-moteur ouvert. C'est vraiment étonnant. Ça dégage tellement de chaleur que tu as intérêt à ce que ce soit ouvert. En gros, ça, tu vois, c'est un budget qui est énorme. Là, on parle d'une voiture qui est entre 4 et 500 000 euros. Ça va prendre beaucoup de valeur. Et ça, je pense que d'ici entre 5 et 10 ans, ça peut doubler. Déjà, il n'y a plus de moteur atmosphérique. Et surtout, chez Lambo, maintenant, il n'y a que des moteurs hybrides rechargeables. Donc ça, c'est peut-être le dernier, en fait. C'est le dernier. C'est le dernier atmosphérique thermique qui va être fait chez Lambo, normalement. Je vais peut-être me tromper. Bien sûr, ouais. Je mets des guillemets à ça, tu vois. Mais ça, non seulement ça va être la dernière, c'est une voiture qui est spectaculaire à conduire. Moi, je suis allé souvent chez Lamborghini à Santa Agata, essayer des Aventador sur piste, sur route ouverte et sur route fermée. C'est une voiture qui distille des sensations que tu ne trouveras plus dans des voitures modernes. Et ça, c'est un point aussi important que je tiens à préciser. C'est que c'est pas parce qu'une voiture en 2023, elle va te faire le tour du Nürburgring en 7 minutes qu'elle va te donner plus de sensations qu'une voiture qui a 20 ans et qui va te faire le tour du Nürburgring en 10 minutes. Il y a aussi ça qui explique pourquoi les voitures Youngtimer des années 80, 90, 2000, même les voitures des années 2010, suscitent un intérêt et un attrait hyper fort. C'est parce que elles arrivent à te donner des sensations, une émotion qui est difficilement perceptible dans des voitures modernes qui sont malheureusement souvent critiquées pour cet aspect, si tu veux, de manque de sensations. Trop d'électronique. C'est un petit peu aseptisé, un petit peu trop aseptisé. Trop d'électronique. Donc ça, je peux prendre le pari. On en parle en 2030. Une Aventador S dans cet état avec si peu de kilomètres. Ça vaut plus d'1 million, tu penses ? À mon avis, ça peut coûter 700-800 000 euros. Si elle est en très bon état, qu'elle a quasi pas roulé, ouais. C'est-à-dire que ça, c'est important aussi ce que tu dis. Tu penses qu'une personne qui va acheter ça pour investir, elle va probablement pas faire des milliers de kilomètres avec. Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène des garage queens. Donc, en français, les reines du garage, ça désigne en fait les voitures qu'on achète, qu'on laisse dans un garage, en attendant qu'elles prennent de la valeur. Comme les montres, d'ailleurs. Comme les montres, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a plus de montres dans les coffres, dans les banques, que chez les gens.
Bon, pour le vol également. Sur l'automobile, effectivement, il y a ce phénomène. Beaucoup de voitures aujourd'hui ne sont que très peu utilisées. Moi, j'ai la chance à des moments, malheureusement, je peux pas aller les filmer, de visiter des collections hallucinantes de voitures de sport, de supercars et d'hypercars. Les gens ne les roulent pas. Aujourd'hui, par exemple, tu prends une Bugatti Santodici, il n'y a eu que 10 modèles qui ont été faits dans le monde. Une Bugatti Santodici, ça s'échange aujourd'hui entre 8 et 10 millions, mais c'est difficile de donner un prix parce que ça n'a pas vraiment de valeur. Il n'y a juste pas de marché, en fait. Il n'y a pas de marché. Donc je te me défie de trouver quelqu'un qui la roule. Je sais qu'il y a un collectionneur français qui est connu qui les roule, mais c'est le seul, entre guillemets, fou furieux qui le fait. Voilà. Donc ça, oui, ça prendra de la valeur parce que c'est une voiture, il n'y en aura plus. Et après, on a mis cette Porsche, qui est une Porsche beaucoup plus classique. Là, on n'est pas dans des... D'ailleurs, je crois que tu as le prix... je sais pas si tu On est à 187. Bon, t'es à 187 000 €. Moi, la mienne, je l'ai achetée à peu près à ce prix-là. Donc moi, j'ai pas une cabriolet, j'ai un coupé en propulsion. C'est pas une 4 roues motrices. Donc on revient sur des 911 entre guillemets standards. Pourquoi c'est intéressant ? Alors c'est intéressant à plusieurs titres. Tu ne gagneras pas autant d'argent que sur une Aventador S ou que sur peut-être une Ferrari 488 dans 10 ans. J'en conviens. En revanche, c'est une voiture que moi j'utilise au quotidien. Là, je suis venu ici, il pleut, je suis venu avec la voiture. C'est des voitures qui sont extrêmement sûres. Même une personne qui sait pas trop conduire, elle laisse les aides connectées, elle se met en mode sport, elle va faire des temps sur circuit, donc ça c'est bien. Tu perds rien, voire tu gagnes un peu d'argent, donc tu roules gratos. Alors quand je dis tu roules gratuitement, faut quand même poser 175 000 € sur la table, ou sinon la financer. Et aujourd'hui, ça explique aussi pourquoi le financement d'une 911 en loyer mensuel, ça va pas te coûter bien plus cher qu'une voiture qui coûte 50 000 € comme un Nissan X-Trail. Parce que tu as une valeur résiduelle qui est ultra élevée. Bien sûr, ouais. Quand par exemple un financier, donc un établissement bancaire, va te proposer un financement, lui va regarder la valeur du véhicule en 3 ans. Ça tombe bien, une 911 dans 3 ans, elle vaudra à peu près pareil. Donc tu auras moins de décote, par exemple, sur une 911 comme ça. Si tu lui mets genre 5-6 000 km par an, tu auras moins de décote dans 3 ans sur une 911 comme ça que si tu achètes par exemple un Renault Espace dernière génération à 50 000 €. C'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Mais tu as quand même le ticket d'entrée qui... Tu as un ticket d'entrée sur une 992 qui est élevé. Si on parle d'une 991, c'est la génération juste avant, qui a été produite de mémoire entre 2012 et 2018. À peu près, si je me trompe certainement d'une année ou deux. Une 991, ça s'échange entre 80 000 et jusqu'à 180, voire 200 000 € pour des modèles assez recherchés. Là, par exemple, tu vois, t'en as une belle. C'est une 991 Turbo S. Cabriolet. Ça, c'est une voiture incroyable. Celle-ci, en plus, a des jantes assez atypiques sur une 911 Turbo S. Les plus connaisseurs d'entre vous l'auront sans doute remarqué. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier c'est pas les jantes d'origine, en fait. Ok. Ils les ont changées pour une raison assez spéciale. En gros, ça s'échange, ça va dépendre des états, des options, entre 140 et 190 000 €. C'est une voiture incroyable en termes de performance. Ça a aujourd'hui quasi 10 ans. Ça, tu ne perds pas d'argent là-dessus. Après, on est parti en haut et là, on est en train de redescendre. Si tu achètes une 997 qui a été produite entre 2004 et 2011, super Porsche, des moteurs atmosphériques pour les phases 1, voiture vraiment qui est assez directionnelle, qui commence à passer dans l'ère moderne de la 911 par rapport aux 996 et aux 993, et je parle même pas des 964. Une 997, ça s'échange à partir de 45 000 € jusqu'à, ça peut monter à 150 pour des GT3 RS. Tu peux te faire plaisir, alors là tu perdras rien. J'ai un nombre d'exemples autour de moi de gens qui ont acheté leur voiture il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans. Ils ont acheté ça 60 000 €, aujourd'hui la caisse vaut 65 000. Une Porsche ne coûte pas cher en entretien, des révisions à 1000, 1500 €. Les pneus sur une Porsche, les gens vont te dire oui, les pneus on a pour 2000 €, c'est faux. Les pneus arrière d'une Porsche 911, t'en as pour 600-700 € pour les 2 pneus. Ça mange pas trop de pneus, ça bouffe pas trop de freins si tu la conduis normal. Moi, ma Porsche 911 me coûte pas plus cher que mon Mercedes Vito. Voilà. Donc faut un peu désacraliser ce genre d'idées reçues sur les 911. Bon, Nico, on a vu des modèles d'exception sur lesquels on peut gagner de l'argent, mais est-ce que c'est possible sur les modèles du quotidien de déjà ne pas en perdre ? Je sais qu'à titre personnel, hormis mes voitures plaisir, les voitures que j'utilise tous les jours, j'ai rarement perdu de l'argent sur ces voitures. Alors déjà, la première chose, et c'est un conseil assez banal, mais beaucoup de gens l'oublient, faut bien acheter. Si tu achètes bien, déjà, tu perdras peu d'argent. Faut essayer de privilégier des véhicules avec un historique qui est limpide, un double des clés,
un carnet d'entretien, des factures de révision, de maintenance, pour avoir vraiment un historique complètement, si tu veux, rempli, quoi. Et ça, c'est très rare chez beaucoup de voitures, qu'elles soient récentes ou même plus vieilles. Ensuite, il faut regarder l'état du véhicule, que le kilométrage annoncé sur le... Alors, c'est plus dur sur des voitures modernes de trafiquer le compteur, mais tu peux quand même le faire. Donc, malheureusement, il y a des gens peu scrupuleux qui s'amusent à le faire. Mais sur des voitures anciennes, c'est très simple. Et là, tu peux difficilement voir. Après, tu peux le voir quand tu vas mettre la voiture sur un pont. Tu vas regarder, par exemple, s'il te dit qu'elle a 35 000 km, que tu vois que les sièges sont complètement raclés, défoncés, que le tableau de bord est en mauvais état, tu sais que la voiture, elle va pas avoir 35 000 km. Donc, il y a des petits éléments, quand même, comme ça, il faut avoir un petit peu d'expérience pour s'en rendre compte. Mais petit à petit, en s'intéressant un petit peu à un modèle en détail, tu peux rapidement, en quelques mois, commencer pas à être un expert du modèle, mais à bien le connaître. Donc effectivement, sur beaucoup de voitures, bien acheter son véhicule, avoir un historique d'entretien avec des factures complets, une voiture qui est en bon état, qui est saine, pas de corrosion, pas de problème de châssis, vérifier les amortisseurs, l'état des freins. Les pneus, ça se change, mais il faut quand même vérifier l'état des pneus. Et puis ne pas hésiter à essayer la voiture. Faut l'essayer, une voiture, tu peux avoir des énormes surprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as environ, je crois que c'est la statistique, c'est 14% des gens qui ont acheté des voitures d'occasion ont déjà rencontré un problème. Donc c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, hein. Ça arrive. Alors là, on parle des voitures de tous les jours. Et lorsque tu achètes des voitures plus rares, va y avoir beaucoup d'autres éléments à vérifier. Si tu prends par exemple, je sais pas, une 205 GTI, 205 GTI aujourd'hui, ça s'échange entre 15 000 jusqu'à 35-40 000 euros dans un état parfait. Faut vérifier que les jantes sont bien d'origine, que l'intérieur n'a pas été modifié, que le volant n'a pas été modifié, que les suspensions n'ont pas été modifiées. Faut vérifier que tout soit d'origine pour qu'elle ait véritablement une cote élevée. Comment tu vérifies ça? Faut être connaisseur. Par exemple, reconnaître que c'est les bons sièges, faut t'y connaître. Reconnaître que c'est les bonnes jantes. Moi, je connais un petit peu la 205 GTI. Quelqu'un qui connaît pas, il va se dire ah tiens, ça c'est des belles jantes BBS. Oui, mais celles-ci elles sont pas d'origine. Elles ont beau être belles, elles sont pas d'origine. Ça retire de la valeur sur une voiture comme ça, parce que beaucoup de passionnés vont vouloir avoir la voiture, ce qu'ils appellent stock, c'est-à-dire dans son état et sa configuration d'origine. Ils vont pas vouloir retrouver un aileron énorme, des sièges baquets à l'intérieur, parce que là, ça te fait perdre de la valeur à cette voiture. De la même manière, une Clio Williams, qui est une voiture qui, alors c'est marrant, la Clio Williams, il y a 15 ans, t'en trouvais en mauvais état à 7-8 000 euros. Maintenant, ça s'échange entre 25 et 45 000 euros. Voiture incroyable, un peu plus de 160 chevaux, assez légère, qui a eu ses heures de gloire dans les années 90, années pendant lesquelles elle avait été présentée et elle a été commercialisée. Tu vois, une Clio Williams, il y en a qui ont été modifiés avec des volants qui ont été modifiés, des sièges, des extérieurs où il y a eu des bas de caisse rajoutés, mais une voiture comme ça, elle vaut quasi rien en fait. C'est ce que veulent les collectionneurs, c'est avoir une voiture stock d'origine, quasi dans son jus, pour vraiment avoir une valeur qui est dans une fourchette haute sur le marché de l'investissement, le marché de l'occasion. Donc ça peut valoir le coup de se faire accompagner aussi. Complètement. Si tu connais rien à ça, tu vas te faire arnaquer facilement. Je prends l'exemple des Porsche. Moi, je suis passionné de Porsche depuis très longtemps. Passionné de BMW aussi. J'ai eu pas mal de grosses BM, des Alpina, on va y revenir dans quelques minutes. Ce sont des milieux avec beaucoup de passionnés, une demande qui est très forte, et du coup, qui dit demande très forte, dit que tu vas avoir forcément des gens qui vont vouloir tirer leur épingle du jeu d'une manière peu conventionnelle et peu louable, en essayant d'arnaquer les autres. Et typiquement, dans ce genre de marché, tu as intérêt à faire attention. Il y a une tendance qui est quand même lourde, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'écologie qui devient un point important, donc l'électrification des gammes, et du coup le malus écologique qui vient complètement, qui fait exploser le prix du neuf. Est-ce que du coup ça rend le marché de l'occasion encore plus intéressant? Alors, en France, oui. Mais si tu regardes au niveau européen, si tu vas moi je vais très souvent en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, les voitures électriques, on en voit très peu par rapport à la France. Donc la France est effectivement pénalisée négativement tout simplement par ce malus écologique. Ça va indéniablement et logiquement diminuer le nombre d'immatriculations de voitures neuves. Donc aujourd'hui, une Porsche 911, à partir du 1er janvier 2024, en prix de base, t'es aux alentours des 115 000 euros en prix de base, hors frais d'immatriculation. Donc tu rajouteras 60 000 euros de malus écologique, plus ton coût de carte grise, donc tu rajouteras à peu près 65 000 euros aux 115 000 euros. Et là, tu n'as aucune option? Tu n'as aucune option.
La voiture, elle est stock, il n'y a rien du tout. Tu n'as même pas de d'essuie-glace sur la lunette arrière, tu n'as rien du tout. Et la voiture, elle te coûtera 180 000. Donc, tu te doutes bien que ça représentera plus d'un tiers du prix. Même des gens qui ont de l'argent, ils vont légitimement se poser la question, ils vont se dire, attends, mais je vais pas mettre 180 000 euros dans une voiture qui est pas équipée. Donc, ils vont bifurquer sur le marché de l'occasion, et le marché de l'occasion va connaître une augmentation de manière très logique à partir de 2024. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des modèles qui te plaisaient particulièrement, et il y en a un peu pour toutes les gammes, pour toutes les bourses. Ouais, bien sûr. Tu vas en citer quelques-uns, tu as parlé de la 205. Ouais, 205 GTI, ça c'est un modèle incroyable. Tu peux en trouver une belle à 15 000, 15-17 000 euros. C'est une voiture incroyable. La Clio Williams, là c'est un budget qui est un peu plus élevé. Tu peux aussi avoir, ma première voiture c'était une Golf 3 GTI, 150 chevaux, qui devient Youngtimer. Tu as une Golf 3 VR6, qui est une super voiture. Une Audi S3 de première génération. C'est des voitures incroyables que tu peux trouver aux alentours des 15-20 000 euros, qui gardent une cote assez élevée, qui vont, selon moi, et je pense pas me tromper, prendre encore en valeur, parce qu'il y en a de moins en moins. En fait, il faut savoir que beaucoup de ces voitures ont été en seconde main, en troisième main, beaucoup roulées. Et Parce que c'était pas des modèles d'exception. Exactement. Et donc, tu retrouves des Audi S3, des Golf 3 VR6 avec 150, 200, 250 000 bornes. Donc, elles sont rincées. Elles ont une valeur qui a énormément perdu. Donc, forcément, tu as aujourd'hui une Golf 3 VR6 synchro avec 40 000 km. Oui, ça vaut de l'argent. Et oui, sa cote va augmenter. Est-ce qu'il y en a d'autres Je pourrais te faire une liste qui durerait 2 heures. Ouais, il y en a beaucoup d'autres. Tu peux, par exemple, avoir dans des budgets un tout petit peu plus élevés des BMW M140i, qui est une série 1 avec un moteur de 340 chevaux, des BMW 135i, BMW M2 qui ont 5-6 ans, avec 370 chevaux en 6 cylindres en ligne. Ça, c'est des voitures incroyables qui vont avoir leur cote qui va augmenter pour une raison simple. La nouvelle M2 est sortie, elle est taxée avec un malus de 60 000 euros. Donc en gros, aujourd'hui, une M2 en 2024, elle va te revenir à 150-160 000 euros. Dingue. Quand d'occasion, une M2 va te coûter 40, 45, 50 000, voire une M2 compétition, 55, 60 000 euros. Et là, le marché n'a pas encore fait l'ajustement. Non, mais il va le faire, l'ajustement. Parce que ces anciennes voitures, les kilométrages vont augmenter, les bons états vont diminuer, les voitures en bon état vont diminuer. Ouais. Il y aura toujours cet énorme malus à 150 000. Donc en gros, tu auras un gap de 100 000 euros entre une M2 2023 et une M2 2017. Tu te rends compte, en l'espace de 6-7 ans, il y aura un gap de 100 000 euros qui se sera créé. Et donc là encore, logiquement, les gens vont se ruer petit à petit vers les voitures qui seront de 2016-2017 et le prix va augmenter. On l'a vu chez Porsche, Ouais. Les Porsche 911, donc les 997. Une 997 depuis 10 ans, comme je disais il y a quelques instants, à sa cote qui est restée au même niveau. Moi, tu vois, j'ai mon père qui avait acheté une 97 KRS à l'époque où la 97 était la dernière Porsche, en 2010. Il a vendu la voiture en 2016. Il lui a mis 30 000 km. Il l'a vendu plus cher qu'il l'avait acheté. Donc, pour te dire que ça tient vraiment la cote. Ça se vérifie année après année, en fait. Ouais, année après année, ça se vérifie. Ça va encore plus se vérifier le jour où certains modèles seront électrifiés à 100%. Là, pas très loin de nous, on a une Audi R8 V10 atmosphérique. Ça, c'est une voiture incroyable, plus de 600 chevaux. Là, en plus, c'est une RWD, donc une 2 roues motrices. On va aller la voir. On va aller la voir d'ici quelques instants. Aujourd'hui, une Audi R8 V10, que ce soit en 2 ou en 4 roues motrices, c'est une voiture qui va prendre en cote. Elle est équipée d'un V10 atmosphérique, qui était aussi installé dans des Lamborghini Huracan. Donc des voitures d'exception, comme l'Audi R8, qui est une voiture d'exception. La cote de ce modèle va augmenter, puisque la prochaine Audi R8 sera 100% électrique. Et donc forcément, quand la prochaine sera sortie, celle-ci va prendre en valeur. Il n'y a pas que les constructeurs allemands qui sont bons en voiture. On peut faire des voitures qui cotent. Ouais, il y a bien aussi les Français avec l'Alpine, qui est un carton, en fait. L'Alpine, c'est la dernière Alpine qui est sortie en 2018. C'est une voiture incroyable, moi que j'adore. Seul petit défaut, la boîte de vitesse qui est pas tout le temps au top, notamment quand tu fais du drift. Mais sinon, hormis ça, la voiture est super. Moi, c'est une de mes voitures préférées, l'Alpine. Une voiture que tu achètes au catalogue 65-70 000 euros dans les premiers prix et qui va coûter 2, 3 ans, 4 ans après 60-65 000 euros. Donc tu vas avoir une cote ultra stable. Aujourd'hui, vous pouvez faire le test sur Le Bon Coin ou La Centrale. Une Alpine A110 de dernière génération, en dessous de 53 000 euros, ça n'existe pas. Voilà, donc tu achètes ta voiture 60-65, tu as perdu à peu près 10 000 euros en 5 ans, lui mettant 40 000 km. Bon. Et ça, c'est en 2023, parce que quand Alpine va proposer des voitures 100% électriques, des fans comme moi, la voiture électrique,
Juste pour t'expliquer, je trouve ça super pour le quotidien. En voiture sportive, je trouve que ça n'a strictement aucun sens. Une voiture sportive est là pour te distiller des émotions, des sensations. Et moi, je n'ai jamais réussi à trouver les mêmes sensations qu'une voiture thermique dans une voiture électrique. Donc, je pense que moi, par exemple, je suis un profil d'investisseur qui, dans 10 ans, préférera avoir en voiture du quotidien une voiture électrique et pour mon plaisir, une voiture thermique. Et nécessairement, des gens comme moi seront prêts à mettre beaucoup d'argent sur des voitures thermiques en bon état avec un faible kilométrage. Tu as dit que peut-être que ton daily plus tard, ça serait une électrique. Est-ce que ça peut aussi devenir un investissement intéressant? Selon moi, pas aujourd'hui. Si tu prends par exemple des voitures électriques, même prestigieuses comme une Audi RS e-tron GT, comme une Tesla Model S Plaid, comme une Mercedes EQS, comme une BMW i5 M60. Qui sont tous des modèles à 150. Ouais, entre 100 et 200 000 euros, Ouais. tu vois. Donc des modèles quand même d'exception avec des puissances allant dépassant même les 1000 chevaux. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché de l'occasion, c'est qu'elles ne prennent pas de valeur. Pourquoi ? Parce que les gens les considèrent aujourd'hui, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, véritablement plus comme des utilitaires que des voitures plaisir, même si elles sont jolies, hein, ça ne les empêche pas d'être belles. Mais en tout cas, elles n'ont pas cette cote d'amour que peuvent avoir certaines voitures thermiques qui ont, elles, qui ne sont pas récentes, qui ont quelques années. Je pense pas que dans les 5 à 10 prochaines années, les voitures électriques deviennent des produits d'investissement, déjà parce qu'elles ne sont pas rares, leurs productions ne sont pas limitées, ils ont déjà du mal à toutes les vendre dans toutes les catégories, sauf peut-être Tesla. Donc, tant que tu as du mal à vendre une voiture, elle va jamais prendre de valeur. C'est le cas dans n'importe quel secteur. Tu regardes dans les montres, une montre qui est rare va prendre de la valeur, une montre qui est produite tous les jours n'en prendra pas. C'est la même chose dans la voiture électrique. Je pense pas du tout qu'aujourd'hui, qu'il y ait une voiture présente sur le marché qui va avoir sa cote, qui va augmenter de 30, 40, 50% dans les 4-5 prochaines années. Et qu'est-ce qui se passe si demain Ferrari commence à faire des Ferrari 100% électriques? Édition limitée, du coup, hyper dur à avoir. Je pense que chez Ferrari, ils ont des marketeurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui passent beaucoup plus de temps que moi sur les marchés. À ton avis, s'ils en ont pas sorti en 2023, c'est peut-être qu'il y a une raison. Hein. Pareil chez Porsche. Porsche a sorti le Taycan, qui est une voiture incroyable que j'ai conduite à plusieurs reprises. J'ai même fait du drift en Taycan avec. C'est une voiture incroyable. Franchement, ils ont fait un produit ultra abouti et il faut vraiment les féliciter là-dessus. Ils ont vraiment joué le jeu de l'électrification. Après, le Taycan en occasion est une voiture très dure à vendre. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui a un prix élevé. C'est cher un Taycan, ça coûte bien équipé entre 100 et 130 000 euros en occasion. Que les gens veulent avoir ça comme voiture principale et que pour une utilisation, on va dire, ponctuelle de voyager, sur certains axes, sur certains trajets, sur certains voyages, c'est compliqué d'avoir un Taycan puisque pour te recharger, même si aujourd'hui il y a une évolution des infrastructures qui a été faite, qui est colossale, que ce soit en France mais dans le reste de l'Europe, il y a eu aussi des efforts financiers énormes de la part des constructeurs, il faut le saluer aussi, mais ça reste toujours plus dur, même en 2023, qu'une voiture thermique. Alors on est loin de ce qu'on avait pu connaître il y a 10 ans avec une voiture électrique, tu pouvais rien faire. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui c'est les grandes marques comme Porsche, comme Ferrari, comme Lambo, McLaren ne passent pas au 100% électrique parce que les clients, je pense, leurs clients ne sont pas encore prêts pour acheter une voiture 100% électrique sportive, une voiture d'exception 100% électrique, j'en ai pour preuve. Maserati a lancé la Folgore, qui est une Maserati coupée 100% électrique. Et Dieu sait si j'aime Maserati, j'adore cette marque. Malheureusement, les Folgore, j'en ai jamais vu dans la rue. Hein. Et je crois que niveau vente, ça se passe pas très bien. Et, tu sais, mais comme dans toutes les évolutions de marché, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'éducation de tes acheteurs. Ça va prendre du temps pour qu'un jour, quelqu'un se dise « Tu vois, j'ai mis de l'argent de côté pendant 10 ans et maintenant, j'ai envie de m'acheter une sportive électrique. » Ça va prendre du temps. 2023, c'est beaucoup trop tôt. C'est pour ça que je te dis, dans les 5 ou 10 prochaines années, des voitures sportives électriques, je pense pas qu'il y en ait. Très clair. Qui marchent. Voilà. Est-ce qu'il y a des voitures ou des modèles qu'il ne faut absolument pas acheter parce que même si on veut l'avoir pour son usage quotidien, ça va être un gouffre. On va juste perdre de l'argent. Enfin, perdre beaucoup d'argent même. Ça va être compliqué parce que ça va dépendre de ton usage. On va dire un usage normal. Ouais, sans taper dedans. Ouais, un usage normal. T'as des voitures anciennes. Ça peut être, tu vois, des vieilles Alfa Romeo des années 70. Pareil, les Alfa. Moi, j'adore la Giulia des années 60. C'est une voiture que je trouve splendide, même en 2023. Il y a même des resto-modes de la Giulia chez Alfa Aulic qui sont faits, qui coûtent plus de 300 000 euros.
c'est une des plus belles Alfa Romeo. Les Alfa Romeo sont des voitures qui, pour un usage quotidien, nécessitent quelques connaissances en mécanique ou d'avoir un bon pote mécano pour t'aider justement à en tirer le meilleur d'elle-même. Mais c'est le cas chez beaucoup de vieilles voitures. Une vieille Maserati aussi, il faudra faire attention. Il y a des voitures comme les Porsche, quelles que soient les générations, qui sont des véhicules très fiables. Les Ferrari peuvent te coûter très cher en entretien. Des vieux modèles. Une Testarossa, par exemple, c'est une voiture que j'adore, que j'ai déjà essayé sur ma chaîne, tu vois, qui date des années 80, qui aujourd'hui cote aux alentours des 110, 120 000 euros. Elle a jamais vraiment décollé, la Testarossa. Ça coûtait une Testarossa il y a 10 ans, 2013, tu pouvais en trouver à 50, 60 000 euros. Ouais. C'est monté à la fin des années 10 à presque 150, aujourd'hui c'est 100, 110 000 euros. Elle a jamais atteint des sommets énormes. Pourtant, elle est mythique. Elle est mythique, mais tu vois, une Testa, ça coûte très cher à entretenir. Tu peux te retrouver, tu vas chez Ferrari, une Testarossa peut te coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros, voire beaucoup plus. Lucien Boiserie en avait acheté une. Moi, il m'avait dit, je crois, et si Lucien regarde cette vidéo, il me corrigera en commentaire, je crois que ça lui avait coûté quelque chose comme 40 ou 50 000 euros de refaire le moteur. Donc, tu as des voitures comme ça, pour un usage quotidien, qui vont pas être trop adaptées. Et ça explique aussi pourquoi les Youngtimer, donc les voitures à partir des années 80, surtout 90, sont assez plébiscitées et demandées aujourd'hui, parce que c'est des voitures qui sont roulables au quotidien. T'achètes une Ferrari des années 60, c'est pas roulable au quotidien, clairement. Il y a un modèle que tu as évoqué tout à l'heure, avant qu'on tourne l'épisode, c'est la Mazda MX-5, Ouais, qui est pour le coup assez accessible c'est une super voiture. et qui est une super voiture. Une Mazda MX-5, tu peux en trouver à partir de 8 9 000, 10 000 euros. Après, ça s'envole pour des modèles série limitée ou des modèles plus rares. Encore une fois, la série limitée, c'est Ouais, le modèle série vraiment limitée, un bon plan, quoi. ça marche super bien. Les dernières versions, t'en as à 30 000, 35 000 euros. Voiture légère, sympa à conduire, c'est fun, ça coûte pas cher en entretien, ça consomme pas trop, ça prend pas trop de place, c'est fiable. Enfin, la plupart sont très fiables. Voilà, ça c'est un super produit d'investissement et surtout que tu peux utiliser. Ça c'est un point important quand même. Tu vas avoir une garage queen, c'est pas toujours top. Est-ce que toi, à titre personnel, t'investis dans les actions des constructeurs automobiles ? Tu vois, Rolls-Royce est coté, Ferrari est coté, bon, tous les grands constructeurs sont cotés, même Porsche. Même Porsche est coté, Toyota est coté aussi, beaucoup de constructeurs. Alors moi, j'investis pas à titre personnel sur les titres appartenant à des constructeurs automobiles. Pourtant, on voit qu'aujourd'hui, Tesla cartonne, hein. L'action bon Tesla, c'est ouais. un super investissement. Ceux qui ont cru en Tesla il y a 10 ans, aujourd'hui, ils en ont tiré un profit qui est assez considérable. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que les sociétés cotées qui n'arrivent pas à bien enclencher leur transition vers l'électrique, quand je dis qu'elles n'arrivent pas à faire leur transition, c'est qu'elles n'arrivent pas à bien vendre comme elles l'espéraient. Forcément, les investisseurs se disent je vais pas investir dans une société qui aujourd'hui n'arrive pas trop à passer la deuxième, à passer la seconde. Donc est-ce qu'il faut investir ? C'est du cas par cas, c'est en fonction des actualités produits de chaque constructeur. Des marques comme BMW aujourd'hui arrivent plutôt bien à faire leur transition. Tu vois, il y avait le directeur général Vincent Salimon qui, lors des 50 ans de BMW, évoquait justement le succès de BM en France, mais aussi dans le reste du monde. C'est vrai que BMW arrive plutôt bien à faire cette transition. Donc, selon les constructeurs, faudra bien que tu regardes, si tu as envie d'investir, ceux qui sont dans le bon côté et ceux qui, aujourd'hui, ont un petit peu plus de mal. Là, tu as parlé des constructeurs européens. Il y a des constructeurs chinois qui sont un peu sortis de nulle part, qui étaient très connus localement et qui sont en train de prendre le marché de vitesse. Est-ce que c'est des modèles qui t'intéressent, toi ? Ils arrivent dans un marché européen qui est assez mature, avec des offres en financement, location longue durée, location avec option d'achat ultra agressives, et surtout avec des campagnes marketing qui ont nécessité des budgets colossaux. Donc, je pense à MG, je pense à BYD. Ils vont réussir à vendre, parce qu'ils sont plus agressifs sur les prix, avec des produits qui sont pas de mauvaise qualité, contrairement à ce qu'on pense. Et pourtant, Dieu sait si je peux être hyper critique sur les voitures. Tu vois, tu as des marques comme si tu prends MG, aujourd'hui MG fait des bonnes voitures. Tu prends une MG4 qui est une compacte, c'est une bonne voiture. Ils vont réussir à prendre... C'est un bon investissement ? Non, ce n'est pas un bon investissement parce que c'est des voitures que je qualifierais d'utilitaires, c'est des voitures de tous les jours, donc c'est des voitures qui ne vont pas prendre de cote. Ouais. Voilà. Si on parle d'investissement, c'est des voitures qui vont se vendre. Par contre. Et tu penses que les constructeurs chinois vont réussir à dépasser les Européens et peut-être même faire des voitures de sport ? On verra. MG sort un modèle Roadster, la MG Roadster, qui est une super belle voiture. Ils vont arriver à la vendre. Est-ce qu'ils vont susciter le même engouement qu'arrivaient à faire des marques italiennes ou allemandes ?
Pour l'instant, je ne pense pas. En tout cas, tu sais, une voiture ne devient pas iconique en 3 ans. Donc, si elle doit un jour, ces voitures doivent devenir iconiques, il leur faudra peut-être 20 ou 30 ans. Ou 60 ans. La 911, c'est quoi? C'est 64? Ouais, c'est 60, 70 ans, ouais, c'est ça. Donc, forcément, ça va leur prendre du temps. Aujourd'hui, ces voitures ne sont pas considérées comme des voitures d'ultra passionnés, même si c'est des super caisses. Les Allemands et Italiens, et les Français aussi, ont pour le coup une histoire qui joue en leur faveur. Les constructeurs français, on a parlé d'Alpine tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des modèles qui te semblent intéressants d'un point de vue financier? En termes d'investissement, bah oui, moi il y a plein de voitures, chez Renault, les Renault Clio, Clio RS, les Mégane RS qui vont devenir des vrais. Renault Sport a disparu, hein, comme tu sais, donc ça va on le voit sur le marché de l'occasion, les cotes montent. Moi j'ai un copain, Benjamin Royer, que je salue, Benjamin qui est un vendeur, acheteur de voitures de sport. Il vend énormément de Clio RS et de Mégane RS. Et les cotes sont en train de monter, il y a une demande qui est énorme, il en vend énormément en ce moment. Ça vaut combien ça à peu près? Une Mégane RS, une belle, ça coûte 35, 40 000, et une Mégane RS Ultime, les toutes dernières, c'est à 50, 55, 60. Ou une Trophy R, ça peut être 55, 60, 70 000 avec les jantes en carbone. Voilà. Et ça, tu perdras pas d'argent. Voilà, et à mon avis, quand vraiment, tu sais, le nombre de véhicules circulants va diminuer, les cotes vont monter. Faut être patient, en fait, pour l'investissement auto. C'est comme un peu les montres. Voilà. Autre modèle français, il y a des Citroën DS. T'as des Citroën DS cabriolet qui peuvent s'échanger à 200, 300, 400 000 euros. Tu as aussi des marques comme plus récentes. Tu as Peugeot qui dans les années 80-90 avait pas mal de modèles iconiques. Une Peugeot 406, c'est une belle auto. Qui avait été dessiné par Pininfarina. Donc chez les Français, on a des super voitures, mais on a surtout l'Alpine. L'Alpine, c'est une voiture incroyable. Alors on a Bugatti qui est franco-allemand, tu vois. Ouais, peut-être Strasbourg, non? Ouais, Molsheim, exactement. Mais bon, là, on est dans l'ultra exception, où là, une Bugatti Chiron, c'est là encore modèle série limitée. Donc de mémoire, tu as environ 600 Chirons qui ont été produites, toutes générations confondues, avec la Mistral, la Santo Dici, la voiture noire, et puis toutes les autres Chiron. La voiture noire, c'était un modèle unique? Ouais, c'est un modèle unique qui coûte 15 millions d'euros, enfin qui avait été vendu 15 millions de mémoire, mais qui aujourd'hui qui vaut une fortune. Tu vois, si on parle de Bugatti, voiture incroyable, une Bugatti Royale, il n'y a eu que 6 modèles produits. Il y en a une d'ailleurs dans la remise nord chez Bugatti à Molsheim, que j'avais visité avec le président de Bugatti, qui est Christophe Piochon, que je salue. Et Christophe m'avait dit, bah tu vois, la Royale, en fait, ils ont des offres de personnes à l'étranger pour l'acheter, mais comme elle n'est pas à vendre, il n'y a pas de prix. Donc, tu sais, je pense que de l'extérieur, beaucoup de gens voient les montants de prix des véhicules comme quelque chose de complètement débile. Moi, je trouve pas ça débile du tout. Quand tu es passionné de quelque chose, moi, par exemple, je sais qu'il y a certaines voitures de mon enfance, je vais me les acheter, je serais prêt à mettre beaucoup d'argent dessus. Même si c'est déraisonnable. Les modèles? Une Ferrari 512 TR, je pense que je m'en achèterai une un jour. Aujourd'hui, une belle, ça coûte 225, c'est une cote qui va monter. Je pense que là, j'ai préféré avoir une voiture que je peux utiliser plus au quotidien, une 512 TR. Je serais prêt à mettre beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est la voiture qui m'a lancé la passion auto. Donc, comme c'est un rêve, je serais prêt à mettre beaucoup d'efforts dans mon travail, beaucoup d'épargne pour l'acheter. Ça, c'est important ce que tu dis, je pense. Donc, il y a un facteur émotion quand même qui est important. C'est dès que de l'extérieur, dire « mais tu te rends compte, t'as une voiture qui a 30 ans, t'as mis 250 000 euros dedans ». Ben oui, j'ai mis 250 000, mais si c'est mon rêve. Le rêve n'a que très peu de raisons, en fait. N'est pas raisonnable du tout. Enfin, la passion, c'est pas raisonnable. Donc, bah oui, je mettrais peut-être un prix déraisonnable. Avant de faire l'épisode, je t'ai demandé si tu avais d'autres modèles qui te paraissaient intéressants, et donc tu m'as dit j'ai une liste. Ouais, j'ai une liste, bien sûr. Je prépare depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Je vais commencer par des modèles qui sont tellement intéressants, tellement rares et tellement chers qu'il y a même des marques qui font ce qu'on appelle des resto-modes. Ils te prennent une voiture des années 90, 80, 70, et puis en fait, ils refont tout de A à Z. Châssis, suspension, freinage, moteur, boîte de vitesse, carrosserie, siège intérieur, système d'infodivertissement, ils te rajoutent tout. Quand je pense à Roof qui existe depuis plus longtemps que Porsche, qui fait des resto-modes sur base... Alors, il y a juste le look, parce que Roof fait tout de A à Z. Hein. Les seules pièces qui sont empruntées à Porsche, c'est le pare-brise et les vitres latérales, pour te dire. C'est des Porsche 964, 993, mais avec des châssis hyper modernes et super moteurs, ça coûte 1 million d'euros.
Et ils arrivent à tirer de ça un châssis exceptionnel, un moteur et des sensations exceptionnelles. Ça coûte 1 million si tu la commandes chez eux. Et si tu veux l'acheter à quelqu'un qui vient de prendre livraison, ça te coûte 1,5 million, 2 millions. Donc t'as Singer aussi. Singer, c'est 1,5 million, 2 millions aujourd'hui. Ils sont basés en Californie. Ils font des resto-modes sur base de Porsche style années 80-70 avec des châssis de voitures modernes. Tu as LCE Performance. LCE Performance qui est dans le sud de l'Allemagne, qui fait des Audi Sport Quattro des années 80. Qui sont tirés des fameuses Audi Quattro S1 Groupe B des années 80. Ouais, le fameux groupe B. Voilà, une Audi Sport Quattro d'origine des années 80, ça coûte entre 5 et 600 000 euros. Je suis allé voir tout à l'heure sur Mobile DE. Chez LCE Performance, ça coûte 250-300 000 parce qu'elles ne sont pas d'origine, ce sont des rest-mode. Ouais. Voilà. Comme autre rest-mode, tu as Chimera qui a repris des Lancia 37 du groupe B qui en font un rest-mode, ça coûte entre 5 et 600 000 euros. Tu as ça, et tu as quoi d'autre en reste mode que j'aime, tu as Alpha Holic, donc sur base d'Alfa Romeo, ça coûte un peu plus de 300 000 euros. Alors pourquoi ça existe ça? Parce qu'en fait, les voitures d'origine, numérotées, etc., dans leur jus coûtent trop cher. Tu vois, l'écart entre une Audi Sport Quattro LCE, c'est 250 000, et une Audi Sport Quattro d'origine, c'est 600. Si tu la trouves. Si tu la trouves. Là, vous pouvez aller voir, hein, sur Mobile 2, il y en a 2-3, des Audi Sport Quattro d'origine, châssis court, short wheelbase. Donc entre 250 et 600, t'es à 2-3 fois le prix. Ouais. Voilà. Donc ma liste, je te fais une petite liste. J'adore, hein, je parle beaucoup, j'adore ça. Donc Honda S2000, moteur atmosphérique qui fait un bruit de moto de sport japonaise. Tu peux en trouver à 25, 30, 35 000 euros. Ça peut monter bien au-dessus, en très bon état. C'est un roadster japonais de chez Honda. Honda NSX. Alors Honda NSX, c'était une voiture, tu pouvais en trouver à 35 000 euros il y a 15 ans. Et maintenant, moi j'ai mon frère qui avait failli en acheter une en 2006, une Honda NSX qui avait 34 000 km à 41 000 euros. Aujourd'hui, la même, elle doit coûter 90 000. Tu as tout ce qui est Safran Biturbo de chez Renault. C'est des berlines de luxe, c'était un peu la RS6 à la française. Ça aussi, ça s'échange à 20-25 000. Une Renault 25 Baccarat, pareil, dans les mêmes prix, en très bon état. Peugeot 205 T16, alors là, t'es à 250-300 alors que t'en trouvais à 50 000 il y a 15 ans. Mercedes SLR, moi j'ai essayé une SLR édition 722, c'est marrant, quand je l'ai essayé, ça s'est changé à 400 000, maintenant c'est 600 000 euros, dans l'espace de 4 ans, donc ça monte. Tout ce qui est Mercedes AMG, donc Mercedes AMG, t'as pas mal de trucs, même des vieilles, des C36 AMG des années 90, les cotes sont en train de monter, t'as les E500 que tu voyais dans Taxi, dans le film Taxi, là pareil, les cotes ont monté, t'en trouves... ça monte à genre 50, 60, 70 000 euros. C'était une Mercedes qui a été produite en collaboration avec Porsche, d'où un intérêt assez fort des investisseurs. Encore plus rare, tu as la Mercedes AMG 6 litres Hammer coupée. Là, tu as eu 30 exemplaires, j'ai regardé ce matin, la cote c'est 270 000 euros. Mercedes 190 Evo, c'était une Mercedes 190E avec un aileron pelle à tarte derrière. Ça vaut plus de 250 000 euros aujourd'hui. Tu as, que j'ai noté d'intéressante, une Alfa Romeo 4C, qui est un petit roadster comme une Lotus Elise. Ça prend de la valeur également. L'Audi R8, qu'on va aller voir juste après. La 2 chevaux, je t'en ai parlé. Renault 4L, ça aussi, Renault 4L, ça prend de la valeur. Moi, j'ai mon associé, il a investi dans une Renault 4L gendarmerie. Il a acheté ça 1500 euros il y a 8 ans. Elle est dans un état exceptionnel. Aujourd'hui, je pense qu'il a gagné de l'argent sur son véhicule. Aston Martin Vantage V8, t'en trouves à 35-40 000 euros. Ah, c'est quand même une Aston. Ça a de la gueule, c'est beau. Ça va prendre en valeur. Si je reviens à BMW, tu prends une M3 E30. Une M3 E30, aujourd'hui, ça se trouve à plus de 100 000 euros. T'as aussi, alors t'en as des très rares. Hein. Tu prends par exemple une Alpina B6S E30. Alors là, ça peut être à 180, 200, voire plus de 200 000 euros. Tu as, comme voiture impressionnante, tu as aussi les Alpina. Alpina, moi j'ai une D3 Touring. L'Alpina D3 Touring, tu l'achètes et tu la revends dans 3 ans le même prix que tu l'as acheté. T'as des Alpina comme l'Alpina B12, c'était une série 8 de chez BMW préparée par Alpina. Aujourd'hui, ça s'échange à plus de 300 000 euros. Une Alpina B12, il y a 7 ans, ça coûtait 130 000 euros. Tu vois. Tu as aussi les Alpina Z8, pareil, ça a explosé en cote. Maintenant, ça coûte 340 000 euros. BMW M1, t'en trouvais à 150 000 euros il y a 10 ans. Maintenant, c'est 400, 500, 600 000 euros. J'ai noté quoi d'autre? Et bien sûr, tout ce qui est... on revient à Porsche. Porsche, c'est... quelles que soient les générations de 911,
les cotes vont exploser et ça va continuer à monter selon les générations dans des proportions différentes, mais ça va continuer à monter. Donc, le spectre, il est vraiment large. Il va d'une Ferrari, une Lamborghini, jusqu'à une 2 chevaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la passion automobile n'a pas de prix, en fait. Elle n'a de prix que ce que tu es prêt à mettre. Voilà, tout simplement, tu vois, pour résumer. Donc, on peut faire de l'investissement avec de la 2 chevaux et gagner de l'argent. Et on peut faire de l'investissement avec de la Lambo et gagner de l'argent aussi. Ce ne sera pas les mêmes montants. T'en gagneras un peu plus, ouais. Ouais, mais quelle que soit la passion, moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Complètement, Si ouais. demain, des gens regardent cette vidéo et se disent « j'ai envie de faire de l'investissement auto » et ben moi, ma passion, c'est la 2 chevaux, qu'il le fasse. Et s'il s'y connaît vraiment, il gagnera beaucoup d'argent avec ça. Voilà. Top. On va voir la R8. Allez, go. On a parlé de la R8 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? Celle-ci, c'est une version 2 roues motrices RWD, Rear Wheel Drive en anglais. L'immense majorité des Audi R8 qui ont été commercialisés étaient vendus avec la transmission intégrale Quattro. Donc celle-ci est plutôt rare. Il y a eu vraiment un nombre d'unités produits très faible. Et ce qui fait de cette RWD, là, clairement un produit collector. Et puis surtout, tu as un V10 atmosphérique, comme je disais tout à l'heure, qui était aussi dans les Lamborghini Huracan. Puis c'est une caisse qui, en termes de design, est belle. Tu vois. Magnifique. Et puis en termes de bruit, tout à l'heure, Ouais, c'est assez. ça envoyait assez fort quand même. Ouais, c'est assez incroyable. Avec des détails là en carbone. Ouais, t'as des side blades qui sont en fibre de carbone, avec le bouchon de réservoir qui est en aluminium. Et c'est des porte-papillons là. Non, pas du tout, c'est des portes classiques. C'est des portes classiques et une voiture qui est hyper directionnelle, légère, qui est surtout sensationnelle et c'est confortable une Audi R8. Donc tu peux faire de la route avec. Ah ouais, largement. Moi, j'ai fait des trajets énormes de plusieurs centaines de kilomètres en Audi R8. C'est génial comme voiture et surtout le bruit. Ça fait un bruit fou. Ça aussi, c'est pas mal en termes de bruit. Ouais, ça, c'est une voiture qu'on a pris avec Mika pour faire de la piste. Mika est allé la chercher la semaine dernière. Et ça, c'est une 991 GT3, 4 litres. Une voiture qui est faite pour faire de la piste, là, pour le coup. T'as les mêmes arceautés. Celle-ci, elle a les sièges baquets. T'as de l'Alcantara, t'as du cuir. Donc ça, c'est pas du gadget, c'est vraiment Non. fait pour la piste. Ah ouais, alors là, attention. Là, si t'aimes pas te faire trimballer dans une voiture, t'achètes pas cette caisse parce que c'est une voiture sur laquelle il n'y a aucun compromis pour le coup. Là, c'est pour le dynamisme, pour le sport et rien d'autre. Pour l'extrême, ouais. Ouais, c'est pour l'extrême. Donc toi, Moteur ça, c'est une voiture que atmosphérique. tu as prévu d'emmener sur la piste. Oui, avec Mika. Ouais, bien sûr. Une voiture que je trouve magnifique, qui a quelques années. Elle est pas de 2023. Celle-ci, elle a quelques années déjà. Et c'est une voiture qui distille encore des années après des sensations complètement folles. Moi qui ai l'habitude d'essayer des voitures très récentes, ça n'a rien à envier aux voitures de 2023 qui peuvent sortir chez Porsche. Tu vois. Voilà. Comme quoi, tu vois, le plaisir, ça n'a pas d'âge. Exactement. Voilà. Bon, Nico, on a vu beaucoup de voitures aujourd'hui, mais je pense que là, on atteint un summum. C'est quoi comme Ferrari, ça? Ça, c'est une Ferrari SF90 Stradale. Alors, il y a des versions Spider aussi qui étaient sorties. Une voiture qui fait 1000 chevaux, qui est hybride rechargeable. Tu as un moteur thermique qui fait un peu plus de 800 chevaux, de mémoire, ou 780 chevaux, si je dis pas de bêtises. Et tu as le moteur électrique qui prend le reste de la puissance. Donc, tu as une puissance combinée de 1000 chevaux. Bon, là, tu es clairement dans le haut du panier en termes de performance. C'est l'une des Ferrari les plus rapides de l'histoire, parmi les Ferrari de série, si ce n'est la plus rapide. Tu as une version XX, donc une version piste qui a été présentée il y a quelques semaines par Ferrari. Ça, c'est une voiture qui s'échange aux environs de 600 000 euros. C'est pas la plus chère des Ferrari, c'est pas la plus désirée, mais en tout cas, c'est une des plus performantes, ça c'est clair. Ça, c'est un modèle qui a pris de la valeur depuis qu'il est sorti? Non, pas trop, parce que la cote est assez stable, tout simplement, parce que c'est une voiture qui est encore commercialisée par Ferrari. On n'est pas dans la rareté. Mais le jour où cette voiture la production va être stoppée, ouais, il y a fort à parier que ça risque de prendre en cote. En termes de détails, peut-être qu'on regarde les détails à l'intérieur? Ouais, là, t'es sur une configuration. Bon, déjà, le jaune nous va assez bien sur cette voiture. T'as énormément d'éléments qui sont en fibre de carbone, tout comme les sièges qui sont en fibre de carbone. T'as du cuir, de l'Alcantara. Sur la planche de bord aussi, t'as beaucoup d'éléments en fibre de carbone et cuir. Là, t'es dans l'ultra exclusif, mais c'est une voiture qui est utilisable au quotidien. Ça, c'est une voiture qui est pas du tout extrême comme pouvait l'être une F40 ou une F50.
et qui allie assez bien confort, un agrément de conduite assez correct pour une voiture de sport, élégance et surtout performance de très haut niveau. Donc c'est une voiture qui, dans quelques années, peut-être aura pas tout de suite une cote qui va monter aussi vite qu'une 812 Superfast, qu'un V12 atmosphérique de 800 chevaux, mais une fois que la production sera arrêtée, comme ça deviendra une voiture rare, elle prendra en cote. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore Nico d'avoir participé et d'avoir organisé cette journée chez GT Classic Car à Bueil. Si vous cherchez une Porsche ou une Aventador, ou plein d'autres voitures d'ailleurs. Voilà, ils ont des Mercedes, beaucoup de voitures de collection, mais aujourd'hui c'est les plus gros vendeurs de Porsche 911 récentes en Europe. Clairement, c'est même pas en France. On l'avait pas dit, mais en Europe. Là, ils sont en train d'ouvrir, ils ont déjà 4 centres, ils vont en ouvrir une dizaine l'année prochaine. Ils vont être parmi les plus gros réseaux de vente de Porsche 911 d'occasion récentes dans le monde d'ici, je pense, 2 à 3 ans. Il y a une ambition qui est très forte parce qu'ils sont super passionnés. Ça, c'est clair. Il y a un stock de dingue. Nico, toi, on te retrouve sur YouTube. Ouais, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, Le Vendeur Automobile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ça me fera plaisir. Et si vous avez des questions, vous les posez. Nico répondra. Si vous avez des modèles, par exemple, qui vous plaisent, vous voulez savoir si c'est un bon invest, on vous le dira. Ouais. Merci encore, Nico. Et je vous dis à très vite pour un autre Finari Talk. Salut. Salut.